Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau live, ce nouveau direct. Je suis Maxime, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous une notion qui revient souvent dans vos questions, sujet, qui est le sujet du deuil, hein, le deuil qui va avec l'acceptation, l'acceptation qui va avec le lâcher-prise. Voilà, vous me parlez beaucoup de ces notions-là, et encore plus en ce moment parce qu'il y a un petit sondage qui circule en lien avec le prochain challenge autour de la méditation qui est en train d'arriver la semaine prochaine, toute une semaine dédiée à la méditation. Et donc dans toutes les réponses que vous me faites, il y a beaucoup, justement ce thème du lâcher-prise, les émotions, le lâcher-prise. Et tout ça se retrouve et se regroupe autour du deuil, et donc je vous propose qu'on en parle aujourd'hui pour vous aider à avancer. Dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est bon, si l'image est bonne. Et puis, on va commencer immédiatement. Dans ce deuil, j'ai répertorié 4 grandes familles. La première famille, quand un deuil survient, mais c'est pas que un deuil. Il y a le deuil, bien sûr, la mort d'une personne, ok. Mais il y a le deuil à faire quand on n'accède pas à quelque chose qu'on désirait. Faire le deuil d'une promotion, faire le deuil d'une relation qu'on voulait qu'on n'a pas, faire le deuil d'un investissement qu'on n'arrive pas à faire le deuil, enfin voilà, il y a plein de... Le deuil existe dans toutes ses facettes, en fait. Le deuil a plein de facettes. Alors, on ne l'emploie pas forcément dans ces contextes-là, mais pour autant, c'est quand même le processus de transformation à l'intérieur de nous, c'est celui du deuil. C'est-à-dire, ben voilà, d'abord, maintenant, j'y crois pas, cette espèce de déni, puis après, enfin, ce choc, ce déni, cette colère, puis vient l'acceptation et la transformation. Bon, les étapes du deuil, vous pourrez les retrouver sur Internet, mais c'est pas l'objet de ce live, c'est comment on transforme, au-delà de savoir comment on s'y prend. Et puis il y a toute la notion de la perte, j'avais et je n'ai plus. Donc, et là c'est pareil, il y a tout le transfert d'acceptation et de transformation qu'intervient aussi à ce moment-là. Si le deuil est aussi dur, c'est d'abord parce qu'il vient appuyer sur quelque chose de sensible. Le premier truc qui émerge et qui est flagrant, c'est à la fois un monde émotionnel qui vient complètement court-circuiter et chahuter un monde rationnel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là précis, il y a plus de logique, il n'y a plus de cohérence, ça devient complètement disproportionné. Mais pourquoi? Mais comment? Oui, il y a cette espèce de déraison là qui intervient à ce moment-là. Et c'est normal puisque à ce moment-là, le monde émotionnel, le cerveau reptilien, là, prend toute la place et tout notre cortex préfrontal est complètement submergé, débordé par ce monde émotionnel qui arrive et qui déborde. C'est vraiment l'effet de la cocotte minute. Ça gonfle, et puis à un moment donné, c'est plus contenable, et donc ça vient tout simplement exploser. Coucou tout le monde, hein. Salut Eve, salut Fleur. Dites-moi un petit coucou, un petit j'aime, un petit cœur pour me dire si tout va bien. Dites-moi bonjour, mettez hashtag replay également si vous regardez ça en replay un petit peu plus tard chez vous. Donc voilà, premier élément, donc tout l'aspect émotionnel, donc absolument logique que vous soyez complètement débordé, chahuté et que vous compreniez rien à la situation, c'est normal. Toute l'idée à ce moment-là, c'est de ne rien faire non plus, et toute l'idée c'est surtout de ne pas agir à ce moment-là, puisque vous êtes plus raisonnable, dans le sens où vous perdez la logique, la raison, le bon sens. Okay, donc vous touchez à rien, et vous acceptez tout simplement que la situation, pour le moment, elle est ce qu'elle est, et encore que l'état de l'acceptation n'est pas encore là, mais peut-être mettez ça en vigilance dans un coin de votre tête, à ce moment-là précis, vous faites rien. Vous faites rien, vous ne bougez pas. Je vous brosse un petit peu toutes les étapes, et puis après on voit un petit peu comment s'y prendre un petit peu spécifiquement. La deuxième étape, c'est justement cette perte de raisonnabilité. Cette perte de raisonnabilité, elle existe parce que si c'est une perte pour nous et à nos yeux, c'est qu'on y voit plus d'inconvénients que de bénéfices.
ok? Il y a forcément plus d'inconvénients que de bénéfices. S'il y avait autant d'avantages que d'inconvénients, vous ne seriez pas dans un état émotionnel critique. Et s'il y avait plus de bénéfices que d'inconvénients, vous seriez plutôt joyeux plutôt que triste. Okay, donc, si vous êtes affecté émotionnellement, c'est que, d'un point de vue de vos perceptions, vous voyez plus d'inconvénients que d'avantages à la situation. Et ça, c'est un point de vue. D'accord ? Il y a plein de gens, ça fait peut-être bizarre à dire, mais ça existe. Il y a des gens qui réagissent autrement. C'est-à-dire que quand ils vivent un décès, par exemple, dans leurs proches, ils disent « Ah ben, oui, bah c'est pas si mal, ok, parce que cette personne-là souffrait, admettons, ou parce qu'ils pouvaient pas saquer cette personne, et puis voilà, ils sont pas spécialement bienveillants, et du coup ils disent quoi? Ils disent oui, bah c'est pas plus mal. Okay, donc au même fait, c'est là où je veux en venir, c'est que le même fait génère des comportements et des réactions tout à fait différentes. Okay, et donc si moi je suis perturbé, si c'est très difficile pour moi, c'est que je vois beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Et là je vais vous demander de faire quelque chose qui est très particulier et que vous pouvez sans doute pas faire tout de suite si vous êtes sous l'emprise de vos émotions. C'est pour ça que la gestion émotionnelle est d'abord et avant tout la priorité des priorités. Sans quoi, sans quoi c'est trop flou. Sans quoi c'est inaccessible, sans quoi on reste noyé dans un espèce de mais pourquoi? Alors voilà, ça devient des mélodrames, bien évidemment, ça devient de l'injustice, ça devient un combat, ça devient quelque chose de fatigant, d'épuisant, et puis sans solution, parce que la vérité c'est que les faits sont là, hein. Le truc on l'a pas, ou le truc on l'a perdu, et puis c'est comme ça. Vu que pour le moment, en tout cas, on peut pas revenir en arrière, à part accepter et lâcher prise, il n'y a pas de grande solution. Et donc, dans ce deuxième point, dans cette deuxième étape, c'est... Alors, après avoir géré ses émotions, hein, on va revenir peut-être sur la gestion émotionnelle, vous me dites si vous savez faire la gestion émotionnelle, sinon je vais vous donner quelques tips pour y arriver. C'est de changer de point de vue. Autrement dit, si je suis en pleine perte, en plein deuil, c'est donc que j'estime qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Ok. Par exemple, je me réfère à mon passé... c'est-à-dire que j'ai vécu tout un tas de choses avec la personne, par exemple, oui, voilà, j'ai vécu un tas de choses avec la personne. Et dans ce passé, dans ce passé vécu, je fantasme, bien évidemment, j'idolâtre, je mets sur un piédestal cette relation, parce qu'à ce moment-là précis, vu que je ne suis plus raisonnable et plus rationnel, je ne vois plus que les bons moments que j'ai perdus. Et à ce moment-là précis, puisque ça c'est pas possible, il y a toujours autant de bons que de mauvais dans toute chose, j'oublie tout ce qui était moins bien. Tous ces moments qui étaient finalement pas faciles, pas simples, voire compliqués, voire souffrants, bizarrement, je ne m'en souviens plus et je me rattache juste à « Oh mon Dieu, ça aurait été quand même génial si... Pourquoi j'ai pas ça, c'est dégueulasse, pourquoi c'était pas le moment ?» Enfin, blablabla, blablabla. Et c'est pas faux, mais c'est incomplet. Toute l'idée, c'est de retrouver la complétude, le yin et le yang, okay, le plus, le moins, le jour, la nuit. Tout ça est un ensemble incontournable, le pile et face, ok. À chaque fois que vous voyez qu'une seule partie de la pièce, qu'une seule face de la pièce, on appelle ça être polarisé. Okay, l'absence de l'équanimité, le contraire de l'ensemble. Okay, on est juste fixé sur un truc et donc c'est une perception incomplète de la réalité. Okay, donc dans un deuxième plan, enfin dans une deuxième étape, on va s'attacher à équilibrer ces perceptions. Ok, c'était génial, certes. S'il y avait des choses moins rigolotes, c'était quoi? Et oui, c'est vrai que ça allait pas, ou prenons le cas le pire, hein, cette personne est décédée, donc elle n'est plus là. Ok, en quoi c'est positif pour elle? Voilà. Et sans doute que vous allez y venir gentiment plus tard, en quoi c'est positif pour vous? Dans les relations amoureuses, on voit ça souvent. On est endeuillé parce que l'autre est parti, pour des raisons X ou Y, bref, en tout cas la personne n'est plus là. Et puis petit à petit, on se rend compte que, oui, cette personne nous apportait plein de choses, auxquelles, mettons de l'affection, parce que c'est assez facile à deviner. Cette affection, on l'a plus.
Ok, c'est quoi les bénéfices de ne plus avoir d'affection de la part de notre conjoint, notre conjointe? Au début, vous allez me dire, il n'y en a pas. Je suis tout seul, je suis triste, je suis malheureux. Ok. Mais réfléchissons un peu encore davantage pour tomber évidemment sur une capacité personnelle à se donner de l'attention, de l'amour, de l'affection. Ce qui est pas mal quand même, parce que ça découle et ça déroule sur une forme d'autonomie affective. Autrement dit, quand vous étiez avec l'autre, vous étiez sans doute un peu dépendant. Et je dis pas que c'est mal. Je dis qu'en tout cas, à chaque fois que vous voyez qu'une seule face de la pièce, vous êtes polarisé et que de fait, vous ne pouvez que souffrir. Mais pareil, si vous êtes polarisé dans le sens positif, si ce truc il est merveilleux et que vous voyez que ce qui est beau, ben, quand on vous l'enlève, vous ne l'avez plus. Ou si vous voyez quelque chose que de mal dans une situation, si vous ne voyez pas les côtés positifs, et ben vous allez fuir cette situation et peut-être passer à côté de quelque chose qui vous ferait du bien, qui vous ferait grandir ou qui vous aiderait à savoir. À chaque fois que vous avez des préjugés, vous avez une perception incomplète. Ok ? Donc, on va s'amuser à équilibrer les perceptions, passer, c'est-à-dire, ok, j'idolâtre telle ou telle situation, quels étaient les inconvénients à ce que j'idolâtre. Et puis, on en vient à équilibrer la perception dans le présent. Ok, dans le présent, qu'est-ce qui me manque présentement que la personne comblait? Ou quel est le fantasme de ce que m'aurait donné tel ou tel ou tel ou tel projet? Ok. Et pareil, on se pose la question présentement, où est-ce que qui ou quoi me donne la même chose dans le présent? Par exemple, si on parle d'une relation amoureuse, restons sur le thème affectif, j'avais de l'écoute. J'avais de l'écoute. J'avais de l'écoute et de l'attention. J'étais avec une personne, et puis le fait d'être avec cette personne, je pouvais parler, je pouvais me confier, je pouvais me dévoiler, finalement. Je pouvais faire preuve de vulnérabilité, et j'étais compris, entendu, et du coup, ça me réchauffait mon cœur. Ok. La personne n'étant plus là, je ne l'ai plus. Ok. Qui, à la même hauteur, dans ma vie d'actuelle, auprès de qui je peux trouver la même chose? Parce que ça n'existe pas, c'est pas vrai qu'il n'y ait qu'une personne, et maintenant que cette personne n'est plus là, ça n'existera plus. Ça, c'est faux. Ok? Ça, c'est une histoire d'auto-sabotage et de mental qui parle trop fort et qui sabote tout, mais ça, c'est pas vrai. Donc, cherchez, parce qu'il suffit de chercher, vous allez trouver, c'est une certitude, qui, dans votre entourage, vous permet de vivre et de ressentir la même chose. Et vous allez trouver. Posez-vous la question de qu'est-ce qui vous manque le plus. Et ce qui vous manque le plus, où est-ce que ça existe au même niveau dans votre vie actuelle? Et avant, ça venait que d'une seule personne. Et là, très probablement que ça vient de plein d'autres petits endroits. Et peut-être que le gros bénéfice de plus avoir cette personne-là, c'est justement d'être capable de reconnaître que vous êtes soutenu à plein d'autres niveaux. Je conçois que si vous êtes actuellement en pleine crise de deuil et que vous n'avez pas géré vos émotions, je comprends que ce que je sois en train de dire est absolument impossible. Et c'est normal, ok? Parce qu'on ne passe pas à cette étape-là tant qu'on n'a pas géré la première étape, celle du monde émotionnel. D'accord? Dites-moi si ça va, si ça vous parle, si... Moi, ce que vous en pensez? Coucou Charlotte, coucou Julia, coucou Michel, coucou Natalia, coucou Sarah, Stéphane, Jeff, Elodie, Fatou, Nathalie, Cécile. Avec le deuil d'un enfant, c'est assez difficile à équilibrer. Oui, et pour autant, ça fonctionne pareil. Je me souviendrai, mais toute ma vie, de cette femme que j'ai rencontrée avec Julien Perron. C'était à Montpellier. Je me souviens plus de l'année. C'était le festival de l'école pour la vie, parce que j'étais très branché école alternative à ce moment-là. Projet qui reviendra peut-être plus tard, mais voilà. Et une femme monte sur scène et raconte son histoire, une histoire qui finit avec un épanouissement extraordinaire, une femme qui rayonne et qui transmet et qui vibre et qui communique une énergie de dingue. Et elle nous a fait
danser, enfin c'était juste exceptionnel. Cette femme, pour en arriver là, a perdu un enfant. Donc je vous la fais court, hein, bien évidemment. Elle nous raconte tout ce qui s'est passé, elle nous explique à quel point c'était difficile, évidemment, à quel point bah, elle a trouvé ça injuste, à quel point c'est difficile pour une maman de perdre son enfant. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus dramatique que ça, en vrai. Peut-être que si, mais voilà. Et puis elle nous dit, bah ok, en fait, elle nous dit ok, c'est arrivé. En fait, c'est pas ce que je voulais, mais c'est arrivé. Et maintenant que c'est arrivé, je fais quoi en fait? Je fais quoi? Parce que j'ai deux options en fait. Elle nous dit soit soit je suis une mère endeuillée, triste évidemment, et malheureuse évidemment, clairement pour tout le reste de ma vie. Bah, parce que j'ai quand même des raisons de me plaindre, hein, faut pas déconner. Et personne pourra la contredire. Ou soit, ce qui n'empêche pas d'être triste, hein, ce qui n'empêche pas d'avoir voulu un autre sort, ok? Et encore que, si vous croyez à la réincarnation. Bref. Qu'est-ce que je décide en fait? Qu'est-ce que je décide pour moi? Qu'est-ce que je fais de cette expérience? En quoi j'apprends au travers ça? En quoi je grandis au travers ça? Et au-delà de ma propre croissance personnelle, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Et elle en est venue aussi à la conclusion que, bah, est-ce que cette expérience, puisqu'il n'y a pas que moi qui vis ça dans le monde, est-ce que mon expérience et est-ce que ma capacité à rebondir, ça ne peut pas être aussi un message d'espoir? Et cette personne est devenue donc conférencière et nous a transmis cette pulsion de vie là, à la fois un mélange de courage, d'abnégation, de lâcher prise, comment on dit quand on accepte ce qu'on peut pas, quand on peut pas faire autrement, c'est dites-moi le mot. Je sais plus. Et bref, et donc voilà. Donc pour répondre à ta question, Cécile, tu vois, tout est transformable. C'est un point de vue. Ça n'empêche pas bien sûr que la tristesse, mais ça n'empêche pas le bonheur. La tristesse et le bonheur sont tout à fait compatibles. C'est des émotions qui ne sont pas contradictoires. Okay. Et puis j'en reviens. Donc j'équilibre mes perceptions passées. Je fantasmais. Je ne voyais que ce qui était beau dans la situation. Présentement, qui remplit la même fonction. Et puis d'un point de vue du futur, souvent ce qui se passe, c'est que j'avais des projets en fait. J'avais des projets avec cette personne et ces projets-là ne sont plus réalisables puisque la personne n'est plus là. Et là encore, c'est une belle opportunité finalement de prendre conscience de c'est quoi mes projets à moi. Parce qu'il y a des projets qu'on a quand on est deux et puis il y a des projets finalement quand l'autre n'est plus là, qui n'ont plus de sens parce que c'était plus le projet de l'autre que le projet personnel. Vous voyez? Par exemple, une ex voulait absolument monter sur une grue, vous savez les grues d'échafaudage, parce que c'était fun, c'était super rigolo et en plus c'est interdit et du coup c'est très fun et on était un petit peu comme des gamins à se dire oh, on va monter en haut de la grue et puis la relation s'est arrêtée. Voilà, donc je ne suis plus avec cette personne. Et du coup, bah, le fait de monter en haut de la grue, ça me vient pas à l'idée. Okay, j'y repense quand je repense à cette personne, mais moi tout seul, je vois bien que j'ai pas l'élan de monter sur la grue, alors que elle, je suis sûr qu'elle l'a fait depuis parce que c'était un kiff, quoi, c'était un petit défi personnel, ça lui faisait très peur et puis en même temps ça générait beaucoup d'intensité, vous voyez. Et là, je me rends bien compte que sans cette personne, je le fais pas. Pourquoi je le fais pas? Parce que c'est pas mon projet, c'est pas mon projet de cœur. Je l'aurais fait à deux, mais tout seul, bon, bah, ça n'a pas les mêmes sens, ok. Donc ça permet vraiment de filtrer. Et si c'était un autre exemple, par exemple, moi j'ai un projet qui est de traverser l'Atlantique avec un bateau. Ok. Et cette personne-là me disait ah mais ouais carrément ça va être génial et tout, on y va, on traverse, on s'entraîne avant, et puis quand on est prêt, on traverse, moi je viens avec toi, je t'accompagne, ça va être génial et tout. Et évidemment que ça aurait été génial. Et comme cette personne n'est plus là,
et ben ça change la donne. Sauf que ce que ça change pas, c'est ma décision de faire ce projet, parce que ce projet, c'est mon projet, et qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, moi je vais le faire parce que ça me nourrit, vous comprenez? Ok, donc ça fait le tri en fait entre ce qui est mes projets et ce qui n'est pas mes projets ou pas complètement mes projets. Donc ça permet de faire ça et de se rendre compte que finalement, l'autre. Oui, bien sûr, c'est génial de partager ça, et en même temps, je vais pas renoncer à mes projets sous prétexte que je suis plus avec cette personne. C'est quoi le sens, en fait? Donc, si vous avez des projets qui s'arrêtent quand vous perdez la personne, bah, c'est normal. Ça vous permet quoi? De faire le tri, en fait, dans ce qui est important pour vous, de ce que vous voulez vraiment et de ce que vous voulez pas, vous voyez? Voilà. Coucou tout le monde, coucou Estelle. Je regarderai après s'il y a d'autres questions, je ne les ai pas toutes vues passer. Voilà, alors il y a du spam. Bon, ignorez les spams. Je filtrerai après et puis je bannirai tout ce petit monde. Coucou tout le monde. Voilà, les WhatsApp. Mathie, tu peux partir d'ici, t'es pas à ta place. Coucou tout le monde. Témoignage. Et donc, pas mal de spam. Ne vous inquiétez pas, tout ça est que ponctuel. Il y aura bientôt plus. Nouvelle étape. Donc, première étape, gestion émotionnelle. Deuxième étape, équilibrage des perceptions. Troisième étape, attachement. Quand on est dans une habitude relationnelle, par exemple, on rentre également dans des rôles et dans des fonctions. C'est également un symptôme qui arrive quand on arrive en retraite. Peut-être que vous l'avez vécu si vous êtes retraité. C'est-à-dire que vous avez une vie qui est souvent remplie de choses à faire qui ne sont pas forcément des choses complètement décidées, parce qu'il faut bien, quoi, hein. Il faut bien, c'est comme ça et pas autrement. On rentre dans des espèces de fonctions, dans des espèces de rôles, ok. Ça se voit souvent chez les parents aussi. C'est-à-dire que je suis dans ma vie, peut-être, pas sûr d'ailleurs. Je rentre en relation amoureuse et là j'ai une fonction. Ok, je suis la partenaire de ou le partenaire de. Et puis, donc j'agis depuis ce rôle et cette fonction, puis je deviens papa ou maman. Donc là, j'ai un nouveau rôle et une nouvelle fonction qui est celui d'être papa ou d'être maman. Ok, donc j'agis depuis ce nouveau rôle et depuis cette nouvelle fonction. Et puis après, donc j'ai un boulot. Donc là, j'ai encore une autre casquette que je prends. Et donc j'agis dans un nouveau rôle et dans une nouvelle fonction. Et puis à un moment donné, tout ça s'arrête. Tout ça s'arrête parce qu'à un moment donné, donc mon travail s'arrête, donc j'ai plus la fonction. J'ai plus la fonction professionnelle, je ne suis plus personne d'un point de vue social. Voilà, j'ai été maçon, peintre, menuisier, responsable des achats, architecte. J'ai été, mais je ne suis plus. Ok, donc je peux juste me vanter parler en tout cas de cette chose qui n'existe plus, mais voilà, il faut bien que je me retrouve une identité. Souvent d'ailleurs les retraités se gavent d'activités parce que il faut bien être quelqu'un, en gros. Les papas ou les mamans, maman elle existe au travers une fonction de donner de l'amour, donner de l'attention, donner de l'affection. Et puis c'est pareil, quand il n'y a plus ce rôle-là, qui suis-je? Qui suis-je si je ne suis plus maman? Qui suis-je si je ne suis plus papa? Qui suis-je si je n'ai plus cette fonction, ce rôle, cette autorité? Okay, qui suis-je? Que reste-t-il là derrière les étiquettes et les apparences? Et ça, c'est toute une crise identitaire qui arrive souvent un peu plus tard, à la quarantaine, à la cinquantaine. Certaines personnes, peut-être vous, ça vient beaucoup plus tôt. Moi, ça a été à 30 ans où je me suis dit, putain, mais je sais même pas qui je suis, en fait. Je sais même pas ce que je fous là et ce que je fais me plaît même pas. Donc, vous voyez l'idée? Donc crise identitaire, et plus tôt elle arrive et plus tôt c'est, parce qu'on remet un petit peu les choses dans le contexte, et puis on se demande finalement qu'est-ce que j'ai envie d'être, que reste-t-il, qui suis-je vraiment au-delà des apparences et des fonctions. Et donc ça c'est pareil, c'est une transition, et c'est que quand on perd quelque chose à laquelle on était habitué et attaché, qu'on arrive sur ce constat. Et puis on arrive sur le dernier point de ce direct que je voulais partager avec vous, qui est celui de la capacité à finalement à observer
tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que plus vous allez méditer, par exemple, plus vous allez, de fait, il suffit de méditer régulièrement, plus vous allez, de fait, prendre de la hauteur sur tous ces phénomènes. Les phénomènes émotionnels, bien évidemment. Vous allez pouvoir voir les émotions sans forcément y réagir, ok. Vous allez pouvoir avoir de la hauteur et arrêter d'être irrationnel sous l'emprise des émotions. Vous allez pouvoir être plus objectif et vous rendre compte que oui, bon, ok, d'un certain point de vue, c'est la merde, mais c'est pas que la merde. C'est pas que la crise, et ça va être beaucoup plus facile pour vous d'équilibrer les perceptions et de vous rendre compte des avantages dans les inconvénients et des inconvénients dans les avantages. Et puis, vous allez pouvoir aussi goûter à votre vraie nature, votre être, votre âme, et être moins attaché à de l'identité extérieure, ou à de la possession extérieure, ou voilà, des choses comme ça. Et de fait, quels que soient les événements de votre vie, vont être beaucoup plus faciles à accepter, à laisser aller, à fluidifier. Ok ? Une forme de résilience. C'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. La résilience. Autrement dit, l'acceptation des choses lorsque je ne peux rien y faire. Il fait beau, je ne peux rien y faire. À part accepter, lâcher prise, je ne peux rien faire de plus. Donc toute l'idée, c'est de la résilience. Et plus vous avez de la hauteur, parce que vous méditez, et plus c'est facile pour vous de faire toutes ces choses. Voilà. Je vais juste prendre une ou deux questions si vous voulez. Des vraies questions. Coucou tout le monde, salut Colombe. Je ne sais pas comment ça se fait que je suis tant pollué par des marabouts aujourd'hui. Je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Voilà. C'est tout. C'est tout, je vous laisse partager ce live si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes. Cliquez sur j'aime, sur j'adore, posez-moi des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous propose qu'on se retrouve demain pour un autre live, sans doute à peu près aux mêmes horaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.